la fin de la guerre et le début du châtiment. En mai 1945, l'Europe célébrait la fin de la guerre la plus dévastatrice de l'histoire. Les cloches sonnaient à Londres, Paris et Moscou. Les rues étaient remplies de fleurs, de drapeaux et de câlins. Le Troisième Reich était tombé. Hitler était mort. L'Allemagne, le moteur de la destruction, gisait parmi les ruines. Mais pendant que le monde respirait avec soulagement, au cœur du continent, une autre tragédie se préparait, silencieuse et brutale. Il n'y aurait pas de paix immédiate, mais un nouveau chapitre de souffrance, la punition collective du peuple allemand. Les images des camps de concentration libérés, comme Buchenwald, Dachau ou Bergen-Belsen, ont secoué la planète. Les montagnes de cadavres, les squelettes ambulants, l'odeur de la mort industrialisée. Cette vision a consolidé une idée. Le peuple allemand, par action ou silence, était coupable. La soif de justice s'est confondue avec celle de vengeance. Et dans les territoires de l'Europe de l'Est, où le nazisme avait laissé des cicatrices impossibles à effacer, cette vengeance s'est rapidement transformée en politique d'État. Pour des millions d'Allemands ethniques vivant en dehors des frontières du Reich, que ce soit en Prusse orientale, en Silésie, dans les Sudètes, en Hongrie, en Roumanie ou dans les Balkans, la fin de la guerre n'a pas signifié la libération mais la condamnation. Ils étaient les Volksdeutsch, descendants de colons établis depuis des siècles, germanophones, souvent catholiques ou protestants, qui pendant l'expansion du Reich avaient été présentés comme le peuple frère racial. Cette identité est soudain devenue une marque d'infamie. L'effondrement du régime nazi avait détruit toute structure d'autorité au centre de l'Europe. Dans les villes occupées, les armées alliées, surtout soviétiques, prirent le contrôle. La propagande de Moscou répétait depuis des années que l'Allemagne devait payer pour chaque village rasé, chaque enfant tué en Biélorussie, chaque soldat tombé sur la Volga. Quand l'armée rouge franchit la frontière du Reich, elle le fit avec un esprit de revanche sans limite. Les viols massifs, les pillages et les exécutions sommaires se multiplièrent. Les premiers Allemands à ressentir la punition historique furent les civils se trouvant sur le chemin des troupes soviétiques. À Berlin, les ruines fumantes témoignaient de la défaite totale. Sur les 80 000 civils morts pendant la bataille, des milliers avaient été exécutés pour de simples soupçons d'appartenir au parti nazi. Dans les zones rurales, les colonnes de réfugiés tentaient de fuir vers l'ouest. Femmes avec enfants, vieillards, soldats blessés. Tous cherchèrent les Américains ou les Britanniques, craignant ce que les Soviétiques pouvaient leur faire. Certains ont réussi à traverser l'Elbe, d'autres sont restés piégés dans ce qui allait bientôt devenir l'enfer de l'après-guerre. Pendant ce temps, aux conférences de Yalta et Potsdam, les dirigeants alliés débattaient de l'avenir de l'Allemagne. Le consensus était clair. Elle devait être démantelée politiquement et territorialement pour ne jamais représenter une menace. Ce qui n'était pas explicitement mentionné dans les traités, c'était le coût humain de cette décision. Les frontières seraient redessinées et des millions de personnes se retrouveraient du mauvais côté de la carte. Le discours public en Europe de l'Est était rempli de slogans de purification nationale. En Tchécoslovaquie, le président Edvard Beneš proclama que les Allemands des Sudètes, environ 3 millions de personnes, devaient être expulsés comme condition de la paix. En Pologne, le nouveau gouvernement communiste, avec le soutien de Staline, adopta la même position. Les rues étaient couvertes d'affiches disant « Les Allemands doivent partir ». Peu importait s'ils avaient été nazis, opposants ou simples paysans. L'appartenance ethnique suffisait pour être coupable. Les premières expulsions ont commencé même avant la reddition officielle. À l'hiver 1944, les troupes soviétiques avançaient vers la Prusse orientale et les civils fuyaient désespérément. Beaucoup furent atteints par les bombardements, d'autres moururent de froid sur les routes ou sur les navires tentant d'évacuer par la mer Baltique. Le navire Wilhelm Gustloff, torpillé par un sous-marin soviétique en janvier 1945, coula avec plus de 9000 personnes à bord, principalement des femmes et des enfants, la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. Dans les mois suivants, la violence se systématisa. En Silésie, en Pologne et en Tchécoslovaquie, des camps d'internement pour Allemands furent créés. Dans de nombreux cas, il s'agissait des mêmes camps qui avaient auparavant accueilli des prisonniers du nazisme, désormais remplis d'Allemands dépossédés. Les prisonniers étaient obligés de porter un brassard avec la lettre N de Niemiec, signifiant allemand, et soumis à des travaux forcés, à la torture ou à des exécutions sommaires. Parallèlement,
Dans l'Allemagne occupée par les puissances occidentales, un processus différent commençait, la dénazification. Des milliers de fonctionnaires, enseignants, ingénieurs ou artistes furent enquêtés sur leurs liens avec le régime. Cependant, tandis que les procès de Nuremberg visaient à établir une justice sélective, à l'Est, la justice était remplacée par la punition collective. La propagande alliée contribua à renforcer cette division morale. Dans les actualités et journaux de l'époque, les Allemands étaient montrés comme un peuple tout entier impliqué dans la barbarie. Les images d'Auschwitz et de Treblinka servirent de justification symbolique pour tout ce qui allait suivre. Peu osaient parler de la souffrance civile allemande. Le faire était presque une offense morale dans un monde qui comptait encore les victimes du nazisme. Le chaos de la fin de la guerre se mêla à la désintégration de l'État allemand. Parmi les ruines, les autorités locales ne pouvaient contrôler les vengeances spontanées. À Königsberg, Breslau ou Gdansk, les Allemands furent contraints de porter des brassards blancs et de travailler au nettoyage des décombres. Beaucoup moururent de faim ou de maladie, d'autres furent exécutés publiquement comme symbole de rédemption nationale. La violence ne distinguait pas les idéologies. En Tchécoslovaquie, communistes et nationalistes s'accordèrent sur la nécessité d'éliminer la minorité allemande. En Pologne, la haine accumulée depuis l'invasion de 1939 se traduisit par des politiques d'expulsion massive. Dans les Balkans, les Allemands du Banat et de Voïvodine furent persécutés sans distinction. Les jeunes femmes étaient violées, les hommes envoyés dans des camps de travail ou fusillés, et les enfants confiés à des familles locales ou laissés mourir de faim. À l'été 1945, alors que l'Europe tentait de se reconstruire, une nouvelle vague humaine traversait le continent. Plus de 10 millions d'Allemands dépossédés marchant vers un pays détruit. Derrière eux restaient des villages vides, des cimetières improvisés et une Europe de l'Est purifiée des Germains. Dans les discours officiels, on parlait de transfert de population ordonné. En réalité, c'était un nettoyage ethnique à l'échelle continentale. Les trains chargés de déportés traversaient les frontières jour et nuit, sous le regard des soldats soviétiques. Certains convois mettaient des semaines pour atteindre leur destination. Beaucoup n'arrivaient jamais. Le rêve de justice s'était transformé en un autre type d'enfer, plus silencieux, mais tout aussi cruel. Les racines de la haine, les Allemands hors d'Allemagne. Pour comprendre l'ampleur des déportations qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est nécessaire de revenir en arrière, bien avant l'ascension d'Hitler. La carte ethnique de l'Europe centrale avait été, pendant des siècles, un réseau de peuples mélangés par la guerre, la migration et le commerce. Depuis le XIIIe siècle, des communautés germanophones s'étaient installées en Bohême, en Moravie, en Silésie, en Hongrie, en Transylvanie et dans les Balkans, fondant des villages, cultivant des terres et établissant des guildes urbaines. Elles étaient les héritières du mouvement connu sous le nom d'Ostsiedlung, la colonisation allemande de l'Est. Ces communautés, bien que dispersées, partageaient une identité culturelle basée sur la langue, la religion protestante ou catholique et une perception d'appartenance à l'espace germanique. Avec le temps, elles sont devenues un élément essentiel du paysage économique et urbain de l'Europe orientale. Dans des régions comme les Sudètes, les Allemands représentaient plus de la moitié de la population. En Transylvanie, les Saxons du Sud conservaient depuis le XIIe siècle des privilèges accordés par les rois hongrois. En Pologne et dans les États baltes, les commerçants et propriétaires terriens germaniques dominaient l'économie locale. Cependant, ce tissu multiculturel commença à se fissurer avec l'émergence des nationalismes du XIXe siècle. Le concept moderne de nation, qui comprenait un peuple, une langue et un État, n'admettait pas de zone grise. Les Allemands hors d'Allemagne, auparavant voisins respectés ou tolérés, commencèrent à être perçus comme une cinquième colonne potentielle. L'unification de l'Empire allemand en 1871 et sa puissance militaire croissante accentuèrent la méfiance. À Prague, Varsovie ou Budapest, on commença à parler du « problème allemand », une expression qui annonçait des tensions futures. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, beaucoup de ces groupes se retrouvèrent pris entre des loyautés croisées. Certains combattirent dans les armées impériales austro-hongroises ou allemandes, d'autres dans les armées locales. À la fin du conflit, la carte européenne fut redessinée à Versailles et à Saint-Germain, et le principe d'autodétermination des peuples fut appliqué de manière sélective.
Les nouvelles nations comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Hongrie réduite naquirent avec de grandes minorités allemandes à l'intérieur de leurs frontières. Le cas de la Tchécoslovaquie fut emblématique. Environ 3 millions d'Allemands des Sudètes se retrouvèrent dans le nouvel État, malgré leur désir de s'intégrer à l'Autriche ou à l'Allemagne. En Pologne, près d'1,5 million de Germaniques furent incorporés dans les régions récupérées de l'Ancien Reich, comme Posen ou la Haute-Silésie. En Roumanie, environ 700 000 vivaient en Transylvanie et dans le Banat. Au total, plus de 10 millions d'Allemands ethniques résidaient en dehors de l'Allemagne et de l'Autriche à la fin des années 1920. Le traité de Versailles n'a pas seulement humilié l'Allemagne, il a aussi alimenté des ressentiments mutuels. Les minorités allemandes se sont senties trahies par les puissances victorieuses, qui prônaient l'autodétermination, mais ignoraient leur droit de choisir. Dans les nouvelles républiques, les gouvernements locaux ont mis en œuvre des politiques de nationalisation. Fermeture des écoles allemandes, restrictions linguistiques, confiscation de terres. En Pologne, les colons allemands furent expropriés sous prétexte de réformes agraires. En Tchécoslovaquie, les régions des Sudètes furent marginalisées par rapport au développement industriel central. Pendant les années 20 et 30, ces groupes devinrent un instrument politique de l'Allemagne de Weimar et plus tard du régime nazi. Hitler exploita habilement le mécontentement des Allemands de l'étranger. Dans ses discours, il promettait protection aux compatriotes opprimés et utilisait leur situation comme justification morale de l'expansion du Reich. Le cas le plus clair fut celui des Sudètes. La propagande nazie présenta les Allemands de Tchécoslovaquie comme victimes d'un prétendu apartheid national. La crise culmina en 1938 avec l'accord de Munich, lorsque la Grande-Bretagne et la France cédèrent à Hitler le contrôle de la région sans consulter Prague. Ce précédent fut dévastateur. Pour les Tchèques, Polonais et Slovaques, le souvenir de la manière dont leurs pays furent démantelés au nom des Allemands engendra une méfiance qui, après 1945, se transforma en haine. L'expansionnisme nazi, qui utilisa les minorités allemandes comme prétexte pour envahir, scella le destin de ces communautés. Aux yeux de leurs voisins, tous étaient collaborateurs, espions ou sympathisants du Troisième Reich. La Seconde Guerre mondiale accentua cette perception. Dans les territoires occupés, de nombreux Volksdeutsche bénéficièrent de privilèges du régime nazi. Meilleures rations, postes administratifs, expropriation de biens juifs ou polonais. Certains furent recrutés par les SS dans des unités spéciales comme la division Prinz Eugen dans les Balkans ou la Handschar en Bosnie. Bien que la majorité des colons allemands ne participât pas directement aux crimes de guerre, la propagande ultérieure les présenta comme complices silencieux de l'occupation. Lorsque le Reich commença à s'effondrer en 1944, les conséquences furent inévitables. Les peuples ayant souffert sous la domination allemande étaient déterminés à effacer toute trace germanique de leur sol. L'idée de justice se mêla à un désir ancestral de vengeance. Les gouvernements en exil, comme celui de Tchécoslovaquie dirigé par Beneš, avaient déjà planifié l'expulsion massive avant même la fin de la guerre. À Londres, en 1943, Beneš déclara publiquement que les Allemands de Tchécoslovaquie devront partir. Il n'en restera aucun. Ce discours coïncidait avec la pensée de Staline, qui considérait les transferts de population comme un outil politique pour stabiliser l'Europe sous son contrôle. L'expulsion des Allemands servait aussi à créer des États ethniquement homogènes, plus faciles à administrer dans le bloc soviétique. La justification morale était simple. Les Allemands avaient commencé la guerre. Ils devaient maintenant la payer. En Pologne, où la mémoire des massacres nazis à Varsovie et Katyn restait vive, l'hostilité devint féroce. En 1945, alors que les armées soviétiques repoussaient les frontières vers l'ouest, le gouvernement provisoire polonais vit une opportunité historique de se venger et d'occuper les terres perdues par l'Allemagne. En Tchécoslovaquie, les décrets Beneš autorisèrent la confiscation des biens, la perte de la citoyenneté et la déportation de tous les Allemands et Hongrois considérés comme traîtres à la République. Ce qui commença comme une réaction nationaliste se transforma en politique continentale. Entre 1944 et 1947, les Volksdeutsche furent persécutés de la Baltique aux Carpates. Ceux qui ne moururent pas lors des évacuations ou dans des camps improvisés furent transférés de force dans l'Allemagne vaincue. La vieille Europe multiculturelle, tissée pendant des siècles,
disparut en quelques mois. Les villes allemandes de Bohême, les villages saxons de Transylvanie, les communautés du Vistule et du Danube furent effacées de la carte. La nouvelle Europe naissait plus homogène, mais aussi plus vide. Au nom de la paix future, des millions de personnes furent expulsées des lieux où elles avaient vécu depuis des générations. En 1946, un diplomate britannique décrivit la situation crûment. « Nous assistons au plus grand transfert de peuples de l'histoire, et nous le faisons l'esprit tranquille, car cette fois les vaincus sont les Allemands. » L'héritage du nazisme est la culpabilité collective. Le 8 mai 1945, lorsque l'Allemagne a signé sa reddition inconditionnelle, l'Europe ne s'est pas seulement libérée d'une dictature, elle a hérité de ses ruines morales. Les images des camps d'extermination révélées par les caméras alliées ont transformé la perception du monde. Les montagnes de cadavres, les chambres à gaz, les fours crématoires et les témoignages des survivants ont consolidé une idée qui allait marquer toute une génération. Le peuple allemand avait franchi une frontière irréparable de la civilisation. L'atrocité du nazisme ne semblait pas le fruit de quelques fanatiques, mais d'une nation entière qui avait obéi sans protester. Les procès de Nuremberg, tenus entre 1945 et 1946, ont tenté de tracer une ligne entre criminels et innocents. Cependant, l'ampleur des crimes rendait impossible de délimiter les responsabilités individuelles. Derrière les dignitaires nazis jugés se trouvaient des millions de fonctionnaires, soldats et civils ayant participé à la machine du régime, par conviction, peur ou habitude. Cette ambiguïté a nourri la notion de culpabilité collective. L'idée, bien que juridiquement insoutenable, est devenue politiquement utile. La propagande alliée, en particulier soviétique, a diffusé le concept de rééducation nécessaire du peuple allemand. L'esprit ayant donné naissance au Troisième Reich devait être éradiqué. Dans les territoires occupés, les médias contrôlés par les vainqueurs répétaient l'idée que le peuple allemand devait expier ses péchés. Les documentaires britanniques et américains montraient des villages entiers contraints de visiter les camps de concentration pour contempler ce qui avait été fait en leur nom. Dans la zone soviétique, la pédagogie de la punition était plus directe. Travaux forcés, expropriation et destruction systématique des symboles nationaux. La culpabilité collective est devenue une forme de légitimation morale de l'occupation. Dans les discours des vainqueurs, la souffrance allemande n'était que justice poétique. Le général Eisenhower ordonna que les images des camps soient projetées dans toutes les salles de cinéma d'Allemagne et que les civils eux-mêmes collaborent au nettoyage des cadavres. À Moscou, le maréchal Zhukov déclara que chaque brique arrachée à Berlin est une réparation pour les peuples de l'Est. Les villes allemandes, réduites en décombres par les bombardements alliés, étaient vues comme le reflet physique de cette culpabilité. Hambourg, Dresde, Berlin, Cologne. Des ruines symbolisant l'expiation. Entre 1945 et 1946, des millions d'Allemands dormaient parmi les débris calcinés, sans eau ni nourriture. Cependant, hors de leurs frontières, cette misère suscitait peu de compassion. Les peuples d'Europe orientale et de la Baltique, ayant perdu plus de 30 millions de vies sous l'occupation nazie, considéraient cette souffrance comme un prix juste. La rhétorique de la culpabilité s'est également étendue aux communautés germaniques à l'étranger. En Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie ou en Yougoslavie, l'association entre germanité et nazisme est devenue absolue. La propagande locale les décrivait comme des semences du Reich et leur élimination était présentée comme un acte de justice historique. Les autorités justifiaient les expulsions, les camps d'internement et les exécutions en affirmant que ces populations étaient coupables par leur simple existence. Le concept de culpabilité héritée avait une dimension plus profonde. Le monde percevait toute la culture allemande comme suspecte. Philosophes, artistes et scientifiques allemands ont été écartés ou réduits au silence. Les universités ont été épurées. La musique de Wagner, la poésie de Hölderlin et la philosophie de Nietzsche ont été marquées par l'ombre du nazisme. Une narration a été construite où toute la tradition allemande conduisait inévitablement à Hitler. Dans ce cadre, toute forme de sympathie envers les Allemands déplacés était interprétée comme une trahison morale envers le souvenir des victimes de l'Holocauste. Dans les pays sous influence soviétique, cette culpabilité a été transformée en instrument politique. Staline comprit que maintenir vivante la mémoire de la terreur nazie servait à consolider les nouveaux régimes communistes. L'ennemi vaincu restait utile, même absent.
Les autorités locales encourageaient défilés et cérémonies commémoratives rappelant les crimes allemands, tandis que des milliers de Germains étaient déportés vers des camps en Sibérie ou utilisés comme main-d'œuvre esclave. La punition se confondait avec la justice et la justice avec le contrôle. En Occident, bien que par des méthodes moins brutales, le principe était similaire. La politique de dénazification poussée par les puissances anglo-saxonnes visait à éradiquer toute trace idéologique du passé. En pratique, cela signifiait que des millions d'Allemands devaient remplir des questionnaires sur leur participation au régime, perdre leur emploi ou être inhabilités à exercer des fonctions publiques. Les tribunaux de dénazification, appelés Spruchkammern, ont examiné plus de 13 millions de cas. Seul un petit pourcentage a été condamné, mais l'effet psychologique fut dévastateur. Être allemand était devenu un stigmate. Pendant ce temps, la propagande officielle évitait de montrer le drame des réfugiés. Les trains chargés de déplacés venant de l'Est n'apparaissaient pas dans les actualités alliées. La faim et les épidémies dans les camps d'accueil étaient tues. Dans un monde qui enterrait encore les victimes du nazisme, personne n'était prêt à écouter la souffrance des vaincus. La culpabilité collective servait également de mur de silence. Dans ce contexte, le discours de la punition trouvait un soutien dans le droit international. La conférence de Potsdam, en juillet 1945, légitima l'expulsion ordonnée et humaine des Allemands vivant hors des nouvelles frontières. L'euphémisme cachait une réalité brutale, le déplacement forcé de 12 à 14 millions de personnes. Pour les puissances occidentales, c'était une façon de corriger des erreurs historiques. Pour l'Union soviétique, un instrument de contrôle territorial. L'idée d'une Allemagne coupable et divisée devint la pierre angulaire du nouvel ordre européen. Les accords alliés et la frontière Oder-Neisse. À l'été 1945, alors que les armées patrouillaient encore parmi les ruines de l'Europe, les puissances victorieuses se sont réunies dans une banlieue de Berlin pour décider de l'avenir du continent. La conférence de Potsdam, qui s'est tenue entre le 17 juillet et le 2 août, fut la dernière rencontre des grands dirigeants alliés. Harry Truman, successeur de Roosevelt, Winston Churchill, remplacé en cours de séance par Clement Attlee après sa défaite aux élections britanniques, et Joseph Staline, maître absolu de l'Est. Dans cette demeure entourée de jardins détruits, la nouvelle carte de l'Europe a été tracée. Parmi leurs décisions, l'une marquerait à jamais l'histoire de millions d'Allemands. La création de la frontière Oder-Neisse. Le principe semblait simple. L'Allemagne devait être réduite territorialement et démilitarisée. Les provinces orientales, la Prusse orientale, la Poméranie et la Silésie seraient remises à la Pologne et à l'Union soviétique en compensation des territoires polonais annexés par Staline à l'est de la ligne Curzon. Mais derrière cette formule technique se cachait une tragédie humaine. En traçant une frontière sur une carte, les Alliés condamnaient plus de 10 millions de personnes à se déplacer. Staline fut l'architecte de cette redéfinition. Son objectif était double, récompenser la Pologne pour son obéissance et empêcher l'Allemagne de redevenir une puissance. Selon ses mots, le fleuve Oder et son affluent, la Ness, devaient être le mur de sécurité des peuples slaves. Churchill protesta. Il soutint que déplacer les frontières de cette manière serait un désastre logistique et moral. Mais la position britannique avait perdu de son poids face à la domination soviétique sur le terrain. Truman, tout juste arrivé et sans l'expérience de Roosevelt, céda devant les faits accomplis. Les troupes soviétiques occupaient déjà toute la région. En pratique, la frontière Oder-Neisse existait avant même d'être signée. Les autorités polonaises, soutenues par Moscou, avaient commencé à installer des administrations locales, à expulser la population allemande et à coloniser les terres avec des familles polonaises venues de l'Est, elles-mêmes expulsées par l'URSS. La tragédie se multipliait en chaîne, un peuple remplaçait un autre et chaque déplacement se justifiait par le précédent. Dans les documents officiels de Potsdam, il était question de transfert ordonné et humain de population allemande. Les diplomates occidentaux savaient que ces mots étaient un écran de fumée. Des rapports de l'armée américaine et du Foreign Office avaient déjà décrit des scènes de violence, de famine et d'exécution. Mais les dirigeants alliés choisirent de détourner le regard. La priorité était de maintenir la coopération avec Staline et d'éviter un nouveau conflit. Dans l'équilibre de l'après-guerre, le sort des Allemands de l'Est était un prix acceptable. Sur le terrain, la frontière Oder-Neisse fut tracée avec précision militaire. Le fleuve Oder prenait sa source dans les Sudètes
et se jetait dans la mer Baltique. Son affluent, la Neiss, séparait la Silésie de la Lusace. Les villes de Breslau, Stettin et Danzig, qui avaient été pendant des siècles des centres culturels et commerciaux allemands, devinrent Wrocław, Szczecin et Gdańsk. En quelques semaines, les panneaux changèrent de langue, les archives furent confisquées et les habitants germanophones expulsés ou marqués de brassards. La machine du nouvel ordre s'est imposée sans pause. Les soviétiques ont installé des commissions de polonisation qui réorganisaient les propriétés, attribuaient des logements et répartissaient les colons. Les paysans allemands furent forcés d'abandonner leurs terres en laissant derrière eux tout ce qu'ils possédaient. En Silésie, on estime que plus d'1 million de personnes ont entrepris le chemin vers l'ouest entre juillet et décembre 1945, beaucoup à pied, poussant des charrettes, sous la surveillance de miliciens armés. Dans certains villages, les autorités polonaises offraient aux familles quelques minutes pour récupérer leurs biens avant de fermer les maisons avec des sceaux officiels. Le long de l'Oder, les ingénieurs militaires soviétiques commencèrent à construire des ponts, des fortifications et des postes de contrôle. Sur chaque rive, de nouveaux villages polonais se dressaient avec les restes matériels des villages allemands. Les églises changèrent de nom, les cimetières furent profanés et les monuments détruits. La mémoire même du paysage fut altérée. Tous les Alliés n'acceptèrent pas la nouvelle frontière avec conviction. La France, qui n'avait pas participé directement à Potsdam, exprima son désaccord. Charles de Gaulle considérait que la ligne Oder-Neisse accordait trop de pouvoir à la Pologne et à l'URSS, affaiblissant le reste de l'Europe. Mais sa voix arriva trop tard. La division du continent était déjà un fait. La carte de la guerre froide commençait à se dessiner. En Allemagne, la nouvelle tomba comme un coup impossible à assimiler. La population de l'Est, environ 7 millions de personnes, comprit qu'il n'y aurait pas de retour. Les trains partant vers l'Ouest arrivaient bondés avec des familles entières entassées, souvent sans eau ni nourriture. À chaque gare, les autorités soviétiques inspectaient les wagons et confisquaient montres, bijoux ou manteaux. Les rapports alliés de l'époque indiquent que, rien qu'entre octobre 1945 et juin 1946, plus d'1 demi-million d'Allemands moururent lors des expulsions depuis la Pologne. Pendant ce temps, les nouvelles autorités polonaises justifiaient le processus comme un nettoyage des ennemis potentiels. La propagande insistait sur le fait que ces terres avaient été rétablies à leur peuple slave légitime. À l'école, on enseignait que les Allemands étaient des envahisseurs depuis le Moyen Âge et que leur expulsion constituait une réparation historique. La frontière Oder-Neisse n'a pas seulement redéfini la géographie, elle a détruit des siècles de coexistence. Des villes comme Breslau, où l'on parlait 4 langues et où juifs, polonais et allemands vivaient ensemble, furent réduites à des ruines habitées par des colons qui ne connaissaient pas leurs rues. L'hiver de l'Exode, la fuite vers l'Ouest, 1944 à 1945. L'hiver de 1944 s'abattit sur le Reich comme une malédiction. Alors que l'armée soviétique avançait depuis l'Est, des millions d'Allemands comprirent que la fin était proche. Les villes brûlaient sous les bombardements alliés et les champs étaient déserts. En Prusse orientale, en Poméranie, en Silésie et dans les territoires baltes, les civils commencèrent à emballer en silence ce qu'ils pouvaient. Quelques vêtements, des documents, des portraits de famille. Personne ne savait exactement ce qui allait arriver, mais tous avaient entendu les histoires. Viols, pillages, exécutions. Le front rouge approchait, avec lui le spectre de la vengeance. Alors que l'armée rouge traversait la Vistule, les autorités nazies locales hésitaient entre propagande et panique. Hitler avait interdit les évacuations civiles, les qualifiant de trahison et lâcheté. Les Gauleiter, chefs régionaux du parti, obéissaient à l'ordre avec fanatisme. Les voies ferrées étaient réservées aux transports militaires. Les civils devaient résister jusqu'au dernier homme. Mais en janvier 1945, lorsque les colonnes soviétiques envahirent la Prusse orientale, la fiction s'effondra. Les gens fuirent par leurs propres moyens, à pied, en charrette, sur la glace de la mer Baltique, cherchant un ouest de plus en plus lointain. L'opération Hannibal, improvisée par la Kriegsmarine, devint le plus grand sauvetage maritime de l'histoire. Des dizaines de navires quittèrent les ports de Gotenhafen, Pillau et Königsberg vers le Danemark et l'Allemagne de l'Ouest, transportant réfugiés, blessés et soldats. Entre janvier et mai 1945, plus de 2 millions de personnes traversèrent la mer sous les attaques soviétiques.
Certains navires arrivèrent, d'autres devinrent des tombes flottantes. Le 30 janvier, le Wilhelm Gustloff fut torpillé par le sous-marin soviétique S-13. Plus de 9000 personnes périrent, principalement des femmes et des enfants. Seules quelques centaines survécurent dans les eaux glaciales de la Baltique. Quelques jours plus tard, le général von Steuben et le Goya connurent le même sort. En quelques semaines, la mer se remplit de cadavres et de restes de bagages. Sur le continent, la scène était encore plus effrayante. Les routes étaient couvertes de neige et de sang. Des colonnes interminables de réfugiés avançaient sous les bombardements et des températures de moins 20 degrés. Les mères traînaient des traîneaux avec les enfants. Les hommes poussaient des vélos chargés de biens. Beaucoup tombaient et ne se relevèrent pas. Les cadavres s'accumulaient sur le bord des routes, recouverts de couvertures ou d'une simple couche de neige. La nuit, les hurlements du vent se mêlaient aux pleurs des orphelins. L'exode allemand était une procession de spectres. L'armée rouge, endurcie par des années de guerre totale, ne montrait aucune pitié. Les viols massifs devinrent un instrument de terreur. En Prusse orientale, les rapports internes soviétiques recensèrent des milliers de cas dès les premières semaines. Des femmes de tous âges, y compris des religieuses et des jeunes filles, furent systématiquement attaquées. Dans certains villages, les hommes étaient fusillés après avoir assisté aux agressions. Les ordres venaient d'en haut, venger chaque larme russe par une larme allemande. Le maréchal Zhukov ne les arrêta pas. Staline lui-même les justifia froidement. Les soldats qui ont combattu jusqu'à Berlin ont le droit de se divertir un peu. Dans les villages de Silésie et de Poméranie, les paysans restés sur place étaient traités comme des ennemis. Les soldats soviétiques réquisitionnaient nourriture, tuaient le bétail et brûlaient les maisons. Sur la route, certains tentèrent de rejoindre les convois de l'armée allemande en retraite. Les civils étaient écartés ou jetaient des trains pour faire place aux troupes. Dans le chaos, personne ne savait qui commandait. Les autorités nazies disparaissaient ou se suicidaient. Les réfugiés étaient à la merci de l'hiver et des vainqueurs. Les rares hôpitaux encore debout étaient débordés de blessés. À Königsberg, le médecin Hans von Lehndorff décrivait les couloirs remplis de mères portant des enfants gelés dans leurs bras. Dans les champs ouverts, les abris improvisés devinrent des fosses communes. Les chevaux mouraient d'épuisement et leurs corps servaient de couvertures ou de nourriture. La désintégration du front oriental se reflétait dans la fuite chaotique de la population civile. Le chaos a atteint des proportions bibliques lorsque les troupes soviétiques ont encerclé Danzig et Stettin. Les ports, saturés, étaient remplis de foules implorant une place sur n'importe quel navire. Les marins, désespérés, embarquaient les réfugiés sur des ponts surpeuplés. Certains navires partaient sans cap, surchargés, naviguant à l'aveugle entre mines et sous-marins ennemis. Les explosions nocturnes illuminèrent la mer comme des éclairs. La mer Baltique est devenue un cimetière invisible, recouvert de silence et de sel. Ceux qui ont réussi à atteindre l'ouest ont trouvé des villes réduites en poussière. Hambourg, Lübeck et Kiel n'avaient pas la capacité de les accueillir. Sur les quais, les fonctionnaires alliés regardaient les nouveaux arrivants avec méfiance. Beaucoup ont été internés dans des camps de transit, d'anciens camps de prisonniers ou des baraquements militaires. Là, la faim et la maladie ont continué ce que l'hiver avait commencé. Des milliers de personnes sont mortes sans avoir encore franchi une frontière reconnue. La tragédie de l'exode n'a pas été détaillée par les médias alliés. Dans les films d'actualité, les réfugiés apparaissaient à peine, confondus parmi les décombres. Les puissances victorieuses craignaient que montrer cette souffrance n'atténue l'image de culpabilité allemande. Mais dans les rapports de terrain, les témoignages sont incontestables. En février 1945, la Croix-Rouge suisse signalait que des dizaines de milliers de femmes et d'enfants allemands errent sans abri entre la Silésie et la Saxe, poursuivis par la faim et la maladie. Personne n'a répondu. Le nombre exact de victimes reste sujet à débat. Les estimations les plus prudentes parlent de entre 1 demi-million et 1 million de morts pendant la fuite. Beaucoup n'ont jamais été comptés. Ils ont disparu sous la glace de la mer, dans les forêts ou dans des fosses improvisées au bord des routes. Des familles entières se sont évanouies sans laisser de traces. Les survivants sont arrivés à l'ouest sans nom, sans maison, sans nation. L'Allemagne qu'ils connaissaient avait cessé d'exister. La tragédie des réfugiés en Allemagne.
Lorsque la guerre a pris fin, l'Allemagne a cessé d'exister en tant qu'État, mais des millions d'Allemands respiraient encore. Dans ces ruines se déplaçaient des spectres humains, prisonniers libérés, soldats vaincus, veuves, orphelins et réfugiés de l'Est. Le mot « Flüchtling », qui signifie « réfugié », devint quotidien, presque banal. Personne ne savait combien ils étaient. Certaines estimations des Alliés parlaient de 10 à 12 millions de personnes errant sans abri, cherchant un coin où survivre. C'était le plus grand déplacement humain de l'histoire européenne moderne. Le pays était divisé en 4 zones d'occupation, soviétique, américaine, britannique et française. Toutes, sans exception, s'effondrèrent sous l'arrivée des expulsés. Les villages encore debout ne pouvaient pas accueillir autant de monde. Les routes étaient remplies de charrettes cassées, de vélos et de corps. À l'ouest, les soldats américains voyaient défiler d'interminables colonnes de familles en haillons. Certains venaient de Silésie, d'autres de la Baltique, d'autres de Hongrie ou de Roumanie. Tous avaient le même regard vide, celui de ceux qui n'appartiennent plus à aucun lieu. En Bavière, en Saxe et au Schleswig-Holstein, les réfugiés s'entassaient dans des écoles détruites, des étables ou des caves. Ceux qui réussissaient à trouver un toit devaient le partager avec les habitants. Le gouvernement militaire américain ordonna de réquisitionner des logements, mais le ressentiment grandissait. Les Allemands de l'Ouest, qui souffraient également de faim et de pénurie, considéraient les nouveaux arrivants comme des intrus. On les appelait ceux de l'Est, avec mépris et peur. Leur présence rappelait un passé que tous voulaient oublier. La malnutrition était généralisée. En 1946, la consommation calorique moyenne dans les zones occupées était inférieure à celle des camps de concentration lors des derniers mois du Reich. À Hambourg et à Berlin, les enfants mangeaient de l'écorce d'arbres et des soupes faites d'orties. Les trains de ravitaillement alliés n'étaient pas suffisants. Dans les camps de réfugiés improvisés, les maladies se propageaient rapidement. Typhus, dysenterie, tuberculose. Les corps s'empilaient dans des fossés recouverts de neige. Les autorités militaires rédigeaient des rapports avec des chiffres succincts, sans commentaire. Les puissances victorieuses considérèrent les réfugiés comme faisant partie du problème allemand. Dans leurs bureaux, les hauts gradés les appelaient « displaced persons », une catégorie les plaçant sur la même liste que les prisonniers de guerre mais sans droit au rapatriement. Les camps d'accueil se multiplièrent. À Lübeck, Göttingen, Kassel ou Augsbourg, des baraquements en bois furent érigés, entourés de barbelés. Dans de nombreux cas, c'étaient les mêmes endroits où, quelques mois auparavant, avaient été détenus les prisonniers du régime nazi. Maintenant, les Allemands s'y trouvaient. La morale de l'occupation n'incluait pas l'empathie. Les Alliés avaient vu l'horreur des camps et considéraient que la souffrance allemande était une conséquence logique. Lorsque certains officiers américains ou britanniques tentaient d'organiser une aide, ils étaient avertis par leurs supérieurs. N'oubliez pas qui a commencé la guerre. Les Soviétiques, en revanche, considéraient les réfugiés comme une masse utile pour le travail forcé. Des milliers furent déportés vers l'Est, destinés à des mines, des usines et des chantiers de reconstruction en Pologne ou en URSS. La misère était telle que le concept d'identité se dissout. Les nouveaux arrivants n'avaient pas de papier. Beaucoup cachaient leur origine par peur d'être rejetés. Dans certains villages, les autorités locales les forçaient à enregistrer leurs noms sous de nouvelles graphies pour les intégrer ou effacer leur passé. À l'école, les enfants étaient séparés. Ceux de l'Est parlaient des dialectes différents, avaient des coutumes rurales, portaient des haillons. On les appelait les mendiants du Reich. Cette génération grandirait marquée par le stigmate. Les premiers mois de 1946 furent les pires. L'hiver frappait à nouveau une population épuisée. Les entrepôts étaient vides et les rations militaires diminuaient. À Hambourg, le pain était mélangé avec de la sueur pour le faire durer. À Berlin, la fumée des décombres recouvrait encore le ciel. Les cadavres de réfugiés anonymes étaient jetés dans des fosses communes aux côtés de soldats tombés. Personne ne distinguait les morts du Reich des morts de faim. Certains tentèrent de retourner dans leur région d'origine, mais les frontières étaient fermées. À l'Est, les nouvelles autorités polonaises et tchèques avaient confisqué toutes les propriétés allemandes. Les maisons avaient été occupées par des colons slaves et les villages rebaptisés. Revenir était impossible. Le chemin du retour se terminait sous les fusils des gardes-frontières ou dans les camps soviétiques.
En 1947, l'occupation s'était normalisée. Les zones alliées étaient remplies de réfugiés qui n'étaient plus temporaires, mais des citoyens fantômes. Les statistiques officielles publiées des années plus tard parlent de chiffres apocalyptiques. Rien qu'en 1945, entre 500 000 et 800 000 réfugiés moururent en transit ou dans les premiers mois suivant leur arrivée. Parmi eux, des dizaines de milliers d'enfants. Les hôpitaux improvisés dans les églises et les monastères étaient débordés. À Lübeck, les religieuses bénédictines enterraient quotidiennement des dizaines de nouveau-nés morts de malnutrition. À Berlin, un rapport britannique avertissait que 40% des enfants allemands pèsent moins que nécessaire pour survivre à l'hiver. Malgré le silence officiel, certaines voix tentèrent de dénoncer la tragédie. Certaines organisations religieuses, comme Caritas ou la Croix-Rouge allemande, commencèrent à distribuer nourriture et vêtements. Les prêtres prêchaient la nécessité de racheter par le travail, tandis que les réfugiés nettoyaient les décombres ou reconstruisaient les routes. Dans la zone britannique, l'archevêque de Cologne, Joseph Frings, justifia publiquement le vol de nourriture par nécessité, donnant naissance à l'expression « Fringsen », voler pour survivre. Le désespoir était devenu la norme. Dans la zone soviétique, la situation était encore plus dure. Les autorités communistes imposaient des quotas de production et un rationnement extrême. Les réfugiés étaient utilisés comme main-d'œuvre bon marché dans les mines et les usines. En 1947, des milliers furent transférés dans des camps en Pologne et en Tchécoslovaquie, officiellement, pour reconstruire ce qui avait été détruit par l'Allemagne. En réalité, ils étaient des prisonniers sans condamnation. Le traumatisme collectif des déplacés a façonné le caractère de l'Allemagne d'après-guerre. Dans chaque ville détruite, les nouveaux arrivants reconstruisaient maisons, églises et usines. Ils s'intégrèrent lentement, mais la mémoire de la fuite ne disparut jamais. La misère partagée, paradoxalement, devint un point d'union entre Allemands de l'Est et de l'Ouest. Avec les années, les enfants de ces réfugiés seraient connus comme la génération Trümmer, c'est-à-dire la génération des ruines, ceux qui grandirent parmi des tas de pierres et apprirent à vivre sans avenir. Entre 1945 et 1950, plus de 2 millions de personnes moururent en Allemagne des suites directes de la famine, des maladies et des déplacements. Personne ne fut jugé pour cela. Les archives militaires classèrent les morts sous une formule froide, effet secondaire de l'après-guerre. L'affaire tchécoslovaque, vengeance et humiliation. La nuit du 8 mai 1945, alors qu'en Europe on célébrait la reddition allemande, la colère refoulée éclata à Prague. L'occupation nazie avait laissé en Tchécoslovaquie 1 million de morts, des villes ravagées et des blessures impossibles à refermer. Pendant 6 ans, le pays avait été un protectorat du Reich, administré avec une efficacité brutale. Les Sudètes étaient devenus le symbole du démembrement national. L'humiliation avait commencé là en 1938, lorsque Hitler les annexa après l'accord de Munich. C'est également là que la vengeance commencerait 7 ans plus tard. Le président en exil, Edvard Beneš, avait averti depuis Londres que, lorsque la Tchécoslovaquie serait de nouveau libre, il ne restera aucun Allemand à l'intérieur de ses frontières. Dans les mois précédant la fin de la guerre, son gouvernement prépara secrètement une politique d'épuration ethnique. Avec le soutien de Moscou, les communistes tchèques et les nationalistes s'accordèrent sur un objectif commun: expulser les 3 millions d'Allemands des Sudètes, considérés comme des coupables collectifs de la désintégration du pays. Les ordres furent exécutés avec rapidité et férocité. Dans les semaines suivant la reddition, des milices locales, des partisans et des policiers improvisés parcoururent les villages allemands armés de fusils, de bâtons et de chaînes. Les Allemands étaient tirés de leurs maisons, marqués de brassards blancs et regroupés sur des places ou dans des usines abandonnées. Leurs biens étaient confisqués et ils étaient obligés de marcher vers l'ouest à pied. Les scènes se répétaient dans des milliers de villages. Personnes âgées battues, femmes tondues, enfants traînant des valises. L'un des épisodes les plus brutaux eut lieu à Brno, en Moravie. Le 30 mai 1945, les autorités locales ordonnèrent l'expulsion de toute la population allemande. Près de 27 000 personnes, principalement des femmes, des personnes âgées et des enfants, furent contraintes de marcher sous escorte jusqu'à la frontière autrichienne. Le trajet, de plus de 50 km, devint un calvaire. La chaleur,
Le manque d'eau et les agressions provoquèrent des milliers de morts. Les corps furent abandonnés au bord de la route. L'épisode serait connu sous le nom de « Marche de la mort de Brno ». D'autres lieux devinrent des scènes de massacres. À Postoloporti, au nord-ouest de Prague, des centaines de prisonniers allemands, principalement de jeunes hommes et des soldats démobilisés, furent fusillés entre le 3 et le 7 juin 1945 par des milices tchèques. À Přerov, une colonne de réfugiés revenant d'Autriche fut arrêtée par un groupe de partisans communistes. Tous les hommes, femmes et enfants, estimés à environ 265, furent exécutés et jetés dans une fosse commune. Aucun des responsables ne fut jugé. Au fil des mois, la violence spontanée fit place à un système plus organisé. En août 1945, le gouvernement tchécoslovaque promulgua les décrets dits de Beneš. Il s'agissait de 143 lois légalisant la confiscation des biens, la perte de la citoyenneté et la déportation de tous les Allemands et Hongrois ayant soutenu le Reich. En pratique, la norme concernait presque toute la population allemande du pays. Les Sudètes furent déclarés propriété de l'État et leurs habitants, ennemis de la nation. Les camps d'internement se multiplièrent. Dans l'ancienne briqueterie de Postoloprti, à Litoméris et à Ústí nad Labem, des milliers d'Allemands furent enfermés dans des conditions inhumaines. Les prisonniers travaillaient au nettoyage des décombres et au démontage des usines qui seraient ensuite envoyées à l'Union soviétique comme réparation de guerre. Dans certains camps, les gardiens faisaient preuve d'une cruauté particulière. Des cas de torture, de viol et d'exécution publique ont été documentés, souvent filmés par les miliciens eux-mêmes. Le 31 juillet 1945, une explosion dans un entrepôt de munitions à Ústí nad Labem a provoqué le chaos. Sans preuve ni enquête, les autorités ont accusé les Allemands locaux de sabotage. Ce qui a suivi fut un pogrom. Des dizaines d'hommes et de femmes ont été tués dans les rues, jetés dans l'Elbe ou pendus au pont. Les soviétiques présents dans la ville n'intervinrent pas. Pendant ce temps, la presse tchécoslovaque célébrait les expulsions comme la deuxième libération. Les journaux publiaient des titres tels que « La patrie purifiée » et « La justice de Beneš s'accomplit ». La propagande d'État insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas de vengeance, mais de la restauration de l'ordre naturel. Les images des trains chargés d'Allemands partant pour l'Allemagne étaient montrées comme preuve de souveraineté retrouvée. La communauté internationale observait avec ambiguïté. Les Britanniques et les Américains, conscients que le processus violait les accords de Potsdam sur les transferts humains et ordonnés, décidèrent de ne pas intervenir. La priorité était d'éviter les tensions avec Moscou. Dans leur rapport, les diplomates décrivaient les expulsions comme des conséquences inévitables de la guerre. Le silence équivalait à un consentement. À l'automne 1946, presque tous les Allemands des Sudètes avaient disparu de Tchécoslovaquie. Sur les 3 millions qui habitaient le pays avant la guerre, à peine 200 000 restaient, la plupart mariés à des Tchèques ou jugés indispensables à l'industrie. Leurs maisons furent occupées par des colons tchèques et slovaques venus d'autres régions. Les villages changèrent de nom, les cimetières allemands furent détruits. Le paysage lui-même fut réécrit. Le gouvernement tchécoslovaque ne regretta rien. Edvard Beneš déclara devant le Parlement que l'expulsion avait été une nécessité morale et politique. Des années plus tard, son ministre de l'Intérieur, Václav Nosek, résumerait la philosophie du processus. « Nous avons fait en quelques mois ce que l'histoire n'avait pas réussi en siècles. Une Tchécoslovaquie sans Allemands. » Cependant, la blessure ne se referma jamais complètement. Des décennies plus tard, lorsque les archives furent ouvertes après la chute du communisme, les témoignages des victimes survivantes révélèrent l'ampleur de l'horreur. Dans des lettres, journaux et documents, les expulsés décrivaient comment leurs villages étaient pillés, comment leurs familles disparaissaient lors des marches ou dans les camps, comment les enfants étaient séparés et confiés à des familles tchèques. Dans de nombreux cas, leurs noms furent effacés des registres civils. Le nettoyage ethnique des Allemands des Sudètes fut achevé en 1947. La Tchécoslovaquie émergea comme un État homogène, sans trace de la minorité qui avait fait partie de son identité culturelle et économique pendant des siècles. Les bâtiments des villes frontalières, abandonnés ou repeuplés, conservèrent pendant des années des inscriptions en allemand sur leurs murs, témoignage d'une histoire que plus personne ne voulait se rappeler.
En 1948, le Parti communiste prit le pouvoir et scella le silence officiel. Parler des Sudètes devint dangereux. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard, après la fin du régime, que la Tchéquie reconnaîtrait partiellement la responsabilité morale de ces déportations. Le cas polonais, de la haine à l'extermination silencieuse. Nulle part en Europe, la haine des Allemands n'a été aussi profonde qu'en Pologne. Là-bas, l'occupation nazie n'avait pas été seulement militaire. C'était une politique d'extermination systématique. Des millions de Polonais, juifs et non-juifs, furent assassinés, leur ville détruite et leur élite intellectuelle anéantie. Lorsque l'armée rouge entra en 1945, le pays était un cimetière. Dans ce contexte, l'idée de vengeance n'avait pas besoin de propagande. Il suffisait d'un silence partagé et d'un slogan non écrit. Ils nous l'ont fait, maintenant c'est notre tour. Les troupes soviétiques avançaient depuis l'Est, accompagnées de milices polonaises réorganisées sous le commandement communiste. Derrière les fronts, les nouvelles autorités préparaient déjà le nettoyage des zones récupérées du Reich. La Pologne, redessinée par Staline, avait perdu ses régions orientales, Vilna, Lviv et Grodno, et recevrait en échange des terres allemandes à l'ouest, Silésie, Poméranie et Prusse orientale. Pour les peupler, il fallait d'abord les vider. Les premiers décrets du Comité polonais de libération nationale ordonnaient l'expulsion immédiate des Allemands de ces régions. En théorie, les transferts devaient se faire de manière organisée et humanitaire, suivant l'esprit de Potsdam. En pratique, ce furent des opérations punitives. Les civils étaient sortis de leurs maisons, entassés dans des trains de marchandises ou en colonnes surveillées par des soldats. Les marches se faisaient dans un froid extrême, sans nourriture ni eau. Celui qui tombait était abandonné. Sur le chemin, les cadavres se comptaient par centaines. Dans les provinces de Basse-Silésie et de Poméranie, les autorités polonaises établirent des camps de détention provisoires pour ceux qui ne pouvaient pas être immédiatement déportés. Beaucoup étaient d'anciens camps de concentration allemands réutilisés à peine modifiés. L'un d'eux, Zgoda, près de Katowice, devint le symbole de la nouvelle ère de cruauté. Zgoda avait fait partie du complexe d'Auschwitz et était sous le contrôle du ministère polonais de la Sécurité publique. Son directeur était un jeune homme d'origine juive nommé Solomon Morel, survivant de l'Holocauste et fervent communiste. Sous son commandement, le camp se transforma en cauchemar. Entre février et novembre 1945, environ 6000 prisonniers allemands y furent internés dans des conditions atroces. Les coups étaient quotidiens, les exécutions arbitraires et les viols fréquents. On estime qu'au moins 2000 sont morts de torture, de maladie ou de faim. Morel appelait cela la rééducation. D'autres camps apparurent sur tout le territoire. Jaworzno, Potulis, Lambinowice, Sikawa, Gronowo, Glatz. Certains étaient directement administrés par l'armée, d'autres par les nouvelles autorités locales. Dans tous, la logique était la même, punition collective. Les prisonniers étaient obligés de déminer des champs, démonter des usines ou nettoyer des ruines. Beaucoup étaient des enfants. Les gardiens polonais, nombreux parmi eux victimes directes du nazisme, exerçaient la vengeance sans retenue. Dans les rapports officiels, les morts étaient enregistrés comme épidémie ou accident de travail. Parallèlement, la propagande d'État alimentait la haine. Les journaux communistes publiaient des titres tels que « Éliminons la graine allemande » ou « Plus jamais l'envahisseur germanique ». La radio répétait que la Pologne devait se purifier pour renaître. À l'école, les enfants apprenaient que les nouvelles terres de l'Ouest, appelées Ziemi Odziskan, territoires récupérés, étaient des biens ancestraux polonais. Les cartes scolaires effaçaient les noms allemands et les remplaçaient par des traductions slaves. Breslau devint Rokwał, Stettin, Szczecin, Głogów, Głogów. Les panneaux, tombes et monuments furent détruits. Les scènes de violence se répétèrent dans des centaines de villages. À Gliwice, des soldats polonais exécutèrent des dizaines de civils accusés de cacher des armes. À Gdansk, d'anciens dockers furent pendus publiquement pour collaboration avec les nazis. Dans le camp de Potulis, les mères étaient séparées de leurs enfants pour accélérer les déportations. Les trains partant vers l'ouest, supposément vers des zones de réception allemandes, arrivaient avec la moitié des passagers vivants. Entre 1945 et 1947, selon les estimations de l'historien allemand Rüdiger Overmans,
Entre 1,2 et 1,5 million d'Allemands sont morts en Pologne à la suite directe des expulsions, des camps et des marches. Le chiffre inclut ceux morts de faim ou de maladie, mais aussi ceux exécutés sommairement. Le nombre exact reste controversé. Les archives ont été détruites ou falsifiées par les autorités communistes. Le rôle du gouvernement polonais dans ces massacres était ambigu. Officiellement, il condamnait les excès et parlait de débordement spontané du peuple. En réalité, beaucoup de ces actes étaient coordonnés. La police secrète, le redouté Urząd Bezpieczeństwa, organisait des raids, contrôlait les camps et rapportait directement à Moscou. Staline tolérait la violence. Pour lui, la souffrance des Allemands faisait partie du règlement de comptes historiques. Le ressentiment social jouait également un rôle. Pendant l'occupation nazie, les Polonais avaient revécu sous un système de terreur raciale qui les reléguait à la servitude. En reprenant le pouvoir, beaucoup estimaient devoir prouver qu'ils n'étaient pas inférieurs. La punition des Allemands fut en partie une réaffirmation nationale. Dans les villages où les colons polonais remplaçaient les Allemands, des cérémonies de purification étaient célébrées. Le drapeau blanc et rouge était tissé et les champs bénis à l'eau bénite, tandis que les derniers Allemands étaient escortés vers les wagons. Dans certaines zones rurales, la violence revêtait un caractère personnel. D'anciennes rancunes, de fausses dénonciations et des vols étaient déguisés en justice patriotique. Les registres judiciaires montrent des milliers de cas où les plaignants s'appropriaient des terres ou des biens de familles allemandes. Les tribunaux enquêtaient rarement. Pour la nouvelle Pologne socialiste, le passé devait être effacé, non jugé. Pendant ce temps, les réfugiés allemands tentant de franchir la frontière vers l'ouest faisaient face à un nouveau cauchemar, la fermeture progressive des passages. Les convois étaient renvoyés et beaucoup se retrouvaient coincés en terre de personnes, vivant dans des gares abandonnées ou des camps de transit. Les autorités soviétiques commencèrent à classer les déplacés selon leur utilité. Les hommes jeunes étaient envoyés dans des camps de travail en Ukraine, les femmes aptes dans des usines textiles ou agricoles, les vieillards et les malades simplement écartés. La terreur se poursuivit pendant des années. En 1948, l'administration polonaise exploitait encore plus de 200 camps avec une population allemande. Ce n'est qu'à partir de 1949, lorsque le régime communiste consolida son contrôle et eut besoin de main-d'œuvre pour la reconstruction, que les expulsions massives furent remplacées par l'assimilation forcée. Certains Allemands furent enregistrés comme Polonais s'ils acceptaient de changer de nom et de déclarer leur filiation slave. Ceux qui refusèrent disparurent. La figure de Solomon Morel devint le symbole du pouvoir déchaîné de l'après-guerre. Pendant des décennies, il fut protégé par le régime communiste. Il gravit les échelons de la police et reçut des décorations de l'État. Ce n'est qu'après 1989, avec la fin du communisme, que les témoignages des survivants de Zgoda furent rendus publics. En 1992, la justice polonaise l'accusa formellement de crimes contre l'humanité, mais Morel réussit à fuir en Israël, où il vécut jusqu'à sa mort en 2007 sans être extradé. Le silence sur les expulsions allemandes en Pologne se maintint pendant toute l'ère soviétique. En parler était considéré comme de la propagande revanchiste. Les archives furent scellées et les victimes oubliées. Dans le récit officiel, les Polonais n'étaient que des victimes du nazisme, les Allemands uniquement des bourreaux, il n'y avait pas de place pour les nuances, les camps de travail et les nouvelles purges soviétiques. Alors que l'Europe célébrait la fin de la guerre, à l'Est commençait une nouvelle forme de captivité. Les frontières bougeaient, les gouvernements se reconfiguraient sous le contrôle de Moscou, et des millions d'Allemands se retrouvaient piégés sur des terres désormais dominées par l'armée rouge. Pour Staline, ces hommes et ces femmes n'étaient pas des réfugiés, mais une ressource, une main-d'œuvre gratuite, coupable par définition et dispensable. L'Union soviétique avait perdu plus de 25 millions de vies pendant la guerre et devait se reconstruire. Usines, chemins de fer et villes entières avaient été réduits en cendres. Au lieu de réparations financières que l'Allemagne ne pouvait pas payer, Staline décida de se faire rembourser par les corps. En 1945, l'administration soviétique créa un vaste réseau de camps de travail où les prisonniers allemands et les civils déportés seraient utilisés comme force productive. Le NKVD, la police politique soviétique, se chargea de la logistique. Les trains qui transportaient auparavant troupes ou munitions transportaient désormais des cargaisons humaines.
Depuis la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et les Balkans, des convois partaient avec des milliers d'Allemands vers l'Ukraine, la Biélorussie, la Sibérie ou l'Oural. Beaucoup mouraient en route, asphyxiés ou gelés. Les survivants étaient répartis dans des camps miniers, des travaux hydrauliques ou des usines en ruine. En décembre 1944, même avant la fin de la guerre, Moscou avait émis l'ordre connu sous le nom de « Décret numéro 7161 ». Tous les hommes allemands âgés de 17 à 45 ans et les femmes de 18 à 30 ans résidant en Europe de l'Est devaient être déportés en URSS pour des réparations par le travail. En quelques semaines, plus de 200 000 personnes furent arrêtées et transférées. En Roumanie et en Hongrie, les rafles se faisaient sur des listes préparées par les autorités locales. En Yougoslavie, les partisans communistes remirent des milliers d'Allemands du Banat aux officiers soviétiques. Les camps furent organisés selon le modèle du goulag. Les prisonniers étaient numérotés, dépouillés de leurs vêtements et logés dans des baraquements en bois entourés de barbelés. La journée de travail pouvait durer jusqu'à 16 heures, par des températures inférieures à 0 et sans équipement adéquat. À Vorkuta, un camp situé au-delà du cercle polaire arctique, les Allemands creusaient des tunnels dans des mines de charbon à moins 40 degrés. À Karaganda, au Kazakhstan, ils travaillaient à la construction d'usines chimiques érigées sur le désert. Les conditions étaient inhumaines. Les rations consistaient en pain noir, soupe claire et parfois poisson sec. Les maladies se propageaient rapidement. Les punitions incluaient l'isolement dans des cellules sans chauffage ou des exécutions sommaires pour sabotage. Les gardes, beaucoup d'anciens prisonniers de guerre soviétiques devenus geôliers, agissaient avec brutalité. La consigne était claire. Les Allemands doivent payer par le travail ce qu'ils ont détruit par le feu. Tout au long de 1945, les camps se remplirent non seulement de prisonniers militaires, mais aussi de civils. Les femmes capturées en Silésie ou dans les Sudètes étaient envoyées avec les hommes. Dans certains complexes, les enfants étaient séparés et envoyés dans des orphelinats d'État pour être rééduqués en citoyens soviétiques. Les documents déclassifiés après la chute de l'URSS révèlent que plus d'1 500 000 Allemands furent déportés à l'intérieur de l'Union soviétique entre 1945 et 1949. Près de la moitié ne revint jamais. En Pologne et en Tchécoslovaquie, sous supervision soviétique, des camps subordonnés au NKVD ont été établis. Leur fonction était double: éliminer la présence allemande et purifier politiquement ceux qui pourraient s'opposer au nouveau régime communiste. À Jaworzno, Potulis ou Lambinowitz, les prisonniers travaillaient à la reconstruction de villes détruites, démontant des usines allemandes pour les envoyer comme butin de guerre en URSS. Chaque machine, chaque générateur, chaque wagon était démonté pièce par les mêmes Allemands qui les avaient fabriqués. En Hongrie, le processus fut tout aussi implacable. Des milliers d'Allemands du Danube furent déportés vers des camps dans les Carpates et en Ukraine. Les autorités communistes les accusaient d'avoir collaboré avec l'occupation nazie. En réalité, beaucoup n'étaient jamais sortis de leur village. En Roumanie, les Allemands de Transylvanie subirent le même sort. Sur les 70 000 déportés en 1945, près d'un tiers mourut en chemin ou dans les camps soviétiques. En Allemagne de l'Est, sous contrôle soviétique, les camps de l'ancien système nazi furent réutilisés. Sachsenhausen, Buchenwald, Bautzen, Jamlitz, des noms qui symbolisaient l'horreur du Reich devinrent des Speziallager, c'est-à-dire des camps spéciaux du NKVD. Entre 1945 et 1950, plus de 120 000 personnes y passèrent, principalement des civils accusés de soupçons de fascisme. On estime qu'au moins 43 000 y sont morts, victimes de la faim ou des maladies. Les corps étaient enterrés dans des fosses anonymes. Le cercle de la violence s'était refermé. Les mêmes murs servaient désormais à une nouvelle répression. Le système de travail forcé s'étendit jusqu'aux confins de l'Empire soviétique. Dans l'Oural, les Allemands reconstruisaient des usines métallurgiques. En Ukraine, ils cultivaient le riz dans des champs inondés. En Sibérie, ils ouvraient des routes dans la toundra. Les rapports internes du NKVD mentionnaient les résultats avec un langage bureaucratique. Le contingent allemand a accompli 103% du plan de production. Derrière ces chiffres se cachaient des milliers de vies épuisées. Certains prisonniers furent libérés après avoir accompli des quotas de travail de 5 ans. D'autres, pour maladie.
Ceux qui retournaient en Allemagne de l'Est le faisaient avec des corps émaciés, sans dents et des mains déformées par le froid. Beaucoup étaient accueillis avec méfiance. Les autorités communistes craignaient qu'ils deviennent des témoins gênants. Dans les archives du ministère de l'Intérieur de la RDA, les rapatriés étaient catalogués comme éléments potentiellement hostiles. Pour la propagande soviétique, les camps étaient une école de rédemption. Dans les actualités, on montrait des prisonniers allemands souriants en train de soulever des maisons ou des ponts. En réalité, la plupart n'avaient pas la force de tenir une pelle. En 1947, un rapport du Comité international de la Croix-Rouge estimait qu'au moins 700 000 Allemands se trouvaient encore dans des camps soviétiques. Moscou niait les chiffres et bloquait l'accès aux zones d'internement. Le sort de nombreux disparus ne fut connu que des décennies plus tard. Dans les années 1990, lorsque les archives du Goulag commencèrent à s'ouvrir, apparurent des listes de milliers de prisonniers allemands morts dans des lieux tels que Perm, Magadan ou Novosibirsk. Les registres indiquaient la cause du décès avec des phrases identiques: effondrement cardiaque, pneumonie, épuisement physique. Aucun n'avait de tombe. En 1950, après la consolidation de la guerre froide, les derniers groupes de prisonniers furent rapatriés. L'opération reçut le nom de « Le retour des 10 000 », bien qu'en réalité, ils étaient bien plus nombreux. Ils revenaient dans des trains lents, franchissant la frontière de Francfort-sur-l'Oder. Les familles attendaient en silence, les photos à la main. Certains trains arrivaient vides, d'autres amenaient des hommes vieillis de 20 ans en 5 ans. L'Union soviétique n'a jamais reconnu officiellement l'existence de camps pour civils allemands. Pendant des décennies, le récit officiel parla de « réparation de travail volontaire ». Dans les manuels scolaires soviétiques, les Allemands apparaissaient comme le peuple ayant détruit l'Europe, non comme victimes du système qui avait pris leur place. Les « enfants loups » de Prusse orientale. Lorsque la guerre a pris fin, la Prusse orientale a cessé d'exister. Ce qui avait été le cœur culturel de l'ancien royaume allemand est devenu une terre fantôme, divisée entre la Pologne, la Lituanie et l'Union soviétique. Les villes étaient détruites, les hommes morts ou prisonniers, et les routes couvertes de réfugiés. Parmi eux, des milliers d'enfants se sont retrouvés seuls, sans parents, sans maison et sans identité. Ils seraient connus sous un nom aussi tragique que poétique, les enfants loups ou Wolfskinder. Le phénomène a commencé dans les derniers mois de 1944, lorsque le front soviétique a dévasté la Prusse orientale. Les bombardements, les exécutions et les viols ont provoqué une désintégration totale de la structure familiale. De nombreux parents ont été tués ou déportés, d'autres sont morts dans les colonnes de réfugiés fuyant vers l'ouest. Les enfants survivants ont été abandonnés dans des villages vides ou dans les forêts. Ils avaient entre 5 et 14 ans et ont vite appris que dépendre des adultes signifiait mourir. À mesure que la famine se répandait, ces enfants ont commencé à errer dans les champs. Ils se cachaient le jour et sortaient la nuit pour chercher de la nourriture dans les ruines ou voler dans les trains de ravitaillement. Leur apparence sauvage leur a valu le nom par lequel ils passeraient à l'histoire. Ils vivaient parmi les loups, mangeaient des racines, des rats ou de l'écorce. Certains s'organisaient en groupes, presque des tribus, se déplaçant entre les frontières polonaises et lituaniennes. D'autres marchaient seuls, sans but, suivant l'instinct pour trouver de quoi survivre. Le paysage était apocalyptique, les fermes étaient vides, les villages brûlés, et les soldats soviétiques patrouillaient les routes. Les enfants apprenaient à se cacher parmi les décombres ou sous les wagons de train. S'ils étaient attrapés, ils étaient envoyés dans des orphelinats d'État ou des camps de travail, où la faim était tout aussi mortelle. Beaucoup préféraient continuer à fuir. Le froid, les loups et la maladie étaient des menaces constantes, mais la peur la plus grande était d'être découvert. En 1945, la famine a atteint son apogée. À Königsberg, rebaptisé Kaliningrad, les rues étaient remplies de cadavres. Les enfants ramassaient les miettes sur les marchés noirs ou les restes des cuisines de l'armée rouge. Certains ont été accueillis par des paysans lituaniens qui, malgré les interdictions soviétiques, leur ont offert refuge. D'autres ont été vendus ou échangés contre de la nourriture. Dans les villages ruraux de Lituanie, beaucoup ont reçu de nouveaux noms et ont été élevés comme leurs propres enfants, cachant leurs origines allemandes pour éviter les représailles. Le gouvernement soviétique avait expressément interdit de parler allemand dans la région. Être identifié comme allemand équivalait à une condamnation.
Les enfants découverts étaient emmenés dans des orphelinats d'État où on leur imposait des noms russes et on les endoctrinait au communisme. Certains ont été transférés en Biélorussie ou en Ukraine, où ils ont grandi en croyant être soviétiques. Des décennies plus tard, en ouvrant les archives, beaucoup découvriraient leurs véritables origines. Les conditions dans les orphelinats étaient brutales. Les rapports de l'époque décrivent des bâtiments sans chauffage, une nourriture rationnée et des punitions physiques constantes. Les plus jeunes mouraient de froid ou de maladie. Les survivants racontaient avoir dormi sur des sols glacés, mangé des pelures de pommes de terre et appris à ne pas pleurer. Pleurer pouvait entraîner des coups. Entre 1946 et 1948, la Croix-Rouge a tenté de localiser les mineurs disparus de Prusse orientale. Les registres étaient incomplets. Des milliers de familles avaient été exterminées. Dans certains villages lituaniens, les paysans refusaient de livrer les enfants adoptés, craignant qu'ils soient déportés en Allemagne ou emprisonnés par les autorités soviétiques. Beaucoup parlaient déjà le lituanien, avaient oublié leur langue maternelle et ne se souvenaient plus de leur nom d'origine. Avec le temps, les Wolfskinder sont devenus une génération invisible. Ils n'étaient ni allemands ni soviétiques, sans papier ni patrie. Certains ont vécu toute leur vie sous de fausses identités. Dans les années 1950, avec la consolidation du régime communiste en Lituanie, ils ont été persécutés comme restes du fascisme. Seuls ceux qui ont réussi à franchir clandestinement la zone d'occupation occidentale ont pu retrouver un nom et une nationalité. On estime qu'environ 25 000 ont survécu, 10 000 autres ont disparu sans laisser de traces. Le cas hongrois et roumain, déportation contrôlée et chaos politique. Alors qu'en Pologne et en Tchécoslovaquie, l'expulsion des Allemands prenait des teintes de vengeance populaire, en Hongrie et en Roumanie, le processus se présentait comme une opération ordonnée sous supervision soviétique. Mais l'apparence de l'égalité cachait à peine le même arrière-plan de peur, de misère et de déracinement. Les déportations furent moins chaotiques, mais non moins dévastatrices. Là, le nettoyage ethnique se déguisait en politique administrative. Le 29 décembre 1945, le gouvernement hongrois émit le décret 12 330 ordonnant l'expulsion de tous les Allemands coupables de soutenir le nazisme ou de s'identifier à la nation allemande. En pratique, cela s'appliqua à presque tous. Les autorités soviétiques coordonnaient les transferts, affirmant qu'il s'agissait d'un retour volontaire vers l'Allemagne. Mais la majorité des personnes concernées étaient nées en Hongrie et n'avaient jamais mis les pieds dans le Reich. Les trains partaient de Győr, Pécs, Szekszárd et Bács en direction de la zone d'occupation américaine. Dans chaque wagon voyageaient des familles entières avec seulement ce qu'elles pouvaient transporter. Souvent, les listes étaient établies arbitrairement. Il suffisait d'un nom de famille allemand pour être inclus. Les fonctionnaires locaux confisquaient leurs maisons et les réattribuaient à des paysans hongrois ou à des rapatriés de l'Est. Entre 1946 et 1948, environ 220 000 personnes furent déportées. Des milliers moururent en chemin ou dans les camps de transit. L'opération fut accompagnée d'une intense campagne de propagande. Les journaux du Parti communiste publiaient des articles intitulés « Les traîtres s'en vont » ou « La Hongrie purifie son sol ». Les autorités insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'un acte de justice sociale et non de vengeance. Dans les villages, les fonctionnaires lisaient les listes de déportation à voix haute devant les voisins rassemblés. Les personnes désignées avaient 1 heure pour rassembler leurs affaires. Certains tentèrent de se cacher ou de falsifier des documents, mais les dénonciateurs abondaient. La peur et l'humiliation devinrent l'atmosphère quotidienne. Dans le sud du pays, où les familles souabes travaillaient la terre depuis des générations, l'expulsion détruisit une économie entière. Les récoltes furent perdues et les villages laissés semi-déserts. Les propriétés furent occupées par des paysans venus du nord, souvent sans expérience agricole. Le paysage changea de langue et de propriétaire en quelques semaines. Simultanément, le NKVD sélectionna environ 30 000 hommes et femmes pour les envoyer dans des camps de travail en Union soviétique. Ils furent appelés « réparations humaines ». Les trains partaient vers l'Ukraine et l'Oural chargés de travailleurs jamais jugés. Parmi eux, environ 1/3 ne revint pas. En Roumanie, le processus fut plus confus et contradictoire. Le pays avait changé de camp en 1944, rejoignant les Alliés. Mais cela ne le sauva pas du contrôle soviétique.
En Transylvanie, dans le Banat et en Bessarabie, vivaient plus de 700 000 Allemands, descendants de colons saxons et souabes établis des siècles plus tôt. Au début, les autorités communistes évitèrent une expulsion totale. Elles avaient besoin de main-d'œuvre pour la reconstruction et craignaient un effondrement économique. Cependant, la pression soviétique était implacable. En janvier 1945, le gouvernement roumain promulgua un décret secret autorisant la déportation de tous les Allemands âgés de 17 à 45 ans aptes au travail. En quelques jours, les rafles commencèrent. Les soldats de l'armée et les agents soviétiques surgissaient dans les villages à l'aube, encerclaient les maisons et arrêtaient les hommes et les femmes jeunes. Dans le village de Biertan, en Transylvanie, plus de 300 personnes furent emmenées en une seule nuit. Les trains partaient vers l'Est sans préavis. Les déportés furent envoyés dans des mines et des usines en Ukraine, dans le Donbass et l'Oural. Les conditions étaient extrêmes. Beaucoup moururent de froid ou de maladie avant d'arriver. Ceux qui survécurent travaillèrent jusqu'à 10 ans avant d'être rapatriés. À leur retour, ils retrouvaient leurs biens confisqués et leurs villages occupés par des colons roumains ou hongrois. Les autorités communistes leur refusaient la citoyenneté, les classant comme ennemis du peuple. Pendant ce temps, en Roumanie, des tribunaux populaires étaient organisés pour juger les prétendus criminels de guerre allemands. Il suffisait d'avoir servi dans l'administration nazie ou même d'avoir enseigné dans des écoles de langue allemande pour être condamné. Beaucoup furent envoyés en prison ou dans des camps internes comme celui de Targugiu. La répression s'étendit également aux intellectuels et aux prêtres saxons. La culture allemande en Transylvanie, qui avait prospéré pendant des siècles, disparut presque complètement. Entre 1946 et 1948, la situation se stabilisa partiellement. Les puissances occidentales, préoccupées par l'ampleur des déplacements, exercèrent des pressions pour freiner les expulsions. Cependant, ceux qui avaient déjà été déportés ne purent pas revenir. Le gouvernement roumain utilisa leurs biens confisqués pour redistribuer des terres aux paysans fidèles au Parti communiste. Dans les registres, leurs noms furent effacés. En Hongrie, le processus d'intégration des quelques Allemands restants fut tout aussi dur. Il leur était interdit de parler leur langue en public, d'imprimer des journaux ou d'enseigner leur culture. Les enfants devaient fréquenter des écoles hongroises et adopter de nouveaux noms. Ceux qui résistaient étaient accusés de révisionnisme fasciste. Ce n'est que dans les années 1950, avec la consolidation du régime de János Kadar, qu'une certaine réhabilitation symbolique fut permise. Mais à ce moment-là, les Donauschwaben formaient une communauté brisée. Les recensements de 1950 montrèrent le résultat. En Hongrie, il ne restait que 200 000 Allemands ethniques, moins de la moitié de ceux vivant avant la guerre. En Roumanie, environ 350 000 appauvris et dispersés. Le reste avait disparu entre les frontières, les trains ou les camps soviétiques. Les terres du Danube, qui avaient été pendant des siècles un mosaïque de langues, devinrent des régions homogènes, surveillées et appauvries. Les églises luthériennes fermèrent, les journaux allemands disparurent et les anciennes enseignes en allemand furent retirées des façades. À leur place, restaient des murs vides et des villages muets. Le silence du monde, justice sélective et propagande alliée. Dans les années qui ont suivi immédiatement la fin de la guerre, l'Europe s'est divisée entre vainqueurs et vaincus, entre victimes et coupables. Dans ce schéma moral rigide, il n'y avait pas de place pour une vérité gênante. Des millions de civils allemands étaient expulsés, torturés ou assassinés au cœur du continent. Les Alliés savaient ce qui se passait. Les rapports arrivaient chaque semaine aux ambassades de Londres, Washington et Paris. Mais le monde a choisi de se taire. Parler de la tragédie allemande, alors que les fours d'Auschwitz fumaient encore, semblait une obscénité politique. Dans les bureaux de Washington, les rapports de renseignement décrivaient en détail les expulsions massives. Les documents du département d'État parlaient de milliers de morts de faim dans les convois en provenance de Pologne et de Tchécoslovaquie. Mais les mémorandums se terminaient par une phrase répétée « Aucune action publique n'est recommandée ». La priorité était de maintenir l'unité alliée face à l'Union soviétique et d'éviter toute propagande pouvant favoriser les révisionnistes allemands. Les Britanniques ont adopté la même position. En octobre 1945, un rapport du Foreign Office reconnaissait que « les conditions des Allemands déplacés en Europe de l'Est sont inhumaines
mais ajoutait « Étant donné l'ampleur des crimes nazis, il est préférable de ne pas mettre ce sujet en avant auprès de l'opinion publique. » La souffrance allemande était, en somme, politiquement incorrecte. Aux États-Unis, la presse ne voulait pas trop regarder non plus. Les grands journaux, concentrés sur les procès de Nuremberg et la reconstruction européenne, mentionnaient à peine les déplacements. Quand ils le faisaient, ils utilisaient des euphémismes comme « transfert de population » ou « réinstallation nécessaire ». Les rares photographies montrant des trains bondés de civils étaient interprétées comme des images de guerre, non de l'après-guerre. En Union soviétique, le silence s'imposa par décret. Les journaux communistes célébraient les déportations comme une victoire du peuple. Staline avait compris la valeur de propagande de la punition collective. La misère allemande démontrait la puissance du socialisme triomphant. Dans les films soviétiques de l'après-guerre, les Allemands apparaissaient comme des caricatures vaincues, humiliées, nécessaires au récit de la rédemption du prolétariat. Les images des camps de travail ou des trains de déportés n'étaient jamais montrées. Les stations alliées diffusaient des messages d'espoir, de reconstruction et de pardon. Le mot « Vergeltung », c'est-à-dire « vengeance », disparut du vocabulaire politique. Mais dans les sous-sols des gares, les trains de réfugiés continuèrent d'arriver et les autorités empêchèrent les photographes de s'approcher. En 1946, un journaliste suédois qui tenta de documenter la situation des déplacés en Pologne fut arrêté et expulsé. La tragédie devait rester invisible. Le nouvel équilibre mondial contribua à enterrer cette question. Avec le début de la guerre froide, les réfugiés allemands devinrent des pions sur l'échiquier politique. En République fédérale d'Allemagne, le chancelier Konrad Adenauer les intégra comme symbole de la souffrance nationale et de l'anticommunisme, mais sans exiger de justice internationale. À l'Est, la République démocratique allemande adopta la version soviétique. Les expulsés étaient ennemis de classe ou instruments de l'impérialisme occidental. Aucun des deux camps ne voulait les considérer comme des victimes. Les Nations unies, fraîchement créées, gardèrent également le silence. Leur commission pour les réfugiés se concentra sur les survivants de l'Holocauste et sur les déplacés d'Europe orientale, mais exclut explicitement les Allemands. L'argument était que ceux responsables du conflit ne peuvent pas être considérés comme des réfugiés. Ainsi, des millions de personnes furent exclues de la catégorie légale qui leur aurait permis de recevoir une aide internationale. Les chiffres de l'horreur, morts, déplacés et disparus. À la fin de la guerre, l'Europe n'était pas seulement couverte de ruines matérielles, elle était dépeuplée, brisée, méconnaissable. Entre 1944 et 1950, l'expulsion des Allemands d'Europe de l'Est est devenue le plus grand déplacement forcé du XXe siècle. 12 millions de personnes ont quitté leur foyer. Entre 500 000 et 2 millions sont mortes en chemin. Le chiffre exact ne pourra jamais être connu. Les statistiques se sont dissoutes avec les corps dans les champs, les trains et les rivières gelées. Les estimations les plus larges parlent de 12 à 14 millions d'expulsés. Parmi eux, au moins 7 millions provenaient de territoires passés à la Pologne, 3 millions de Tchécoslovaquie, un demi-million de Hongrie, 400 000 de Roumanie et 200 000 de Yougoslavie. Au total, une Allemagne entière désintégrée et envoyée vers le néant. Les décès se répartissent en 3 causes principales. La violence directe, c'est-à-dire les fusillades, viols, lynchages. La faim et les maladies dans les camps de transit et les conditions extrêmes des marches hivernales. Rien que l'hiver 1945, près de 300 000 personnes sont mortes sur les routes enneigées reliant la Prusse orientale à l'ouest. Dans les convois ferroviaires, le taux de mortalité atteignait 20%. Dans les camps de détention polonais et tchécoslovaques, 400 000 autres ont disparu. La mer Baltique a également englouti des dizaines de milliers de personnes. Le naufrage du Wilhelm Gustloff, avec plus de 9 000 victimes, reste la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. Ont suivi le Goya et le General von Steuben, avec 12 000 morts supplémentaires au total. Aucune tragédie civile comparable du XXe siècle n'a été aussi silencieuse. La redistribution forcée des Allemands a transformé la démographie européenne. La Pologne a augmenté son territoire d'un tiers au détriment du Reich, tandis que sa population est devenue presque entièrement slave et catholique. La Tchécoslovaquie est devenue un État ethniquement homogène pour la première fois de son histoire.
La Hongrie et la Roumanie ont éliminé des communautés allemandes présentes depuis plus de 200 ans. En l'espace de 5 ans, la culture allemande a disparu de la moitié orientale de l'Europe. Les réfugiés arrivés en Allemagne de l'Ouest représentaient plus d'un cinquième de sa population totale. L'intégration fut lente et amère. Beaucoup ont vécu pendant des années dans des baraquements, des écoles ou des gares abandonnées. L'aide internationale était rare et les autorités alliées ont évité de reconnaître officiellement leur statut de victime. En 1950, plus de 2 millions de déplacés n'avaient toujours pas de logement fixe. L'ampleur de la catastrophe humaine n'a commencé à être mesurée que des décennies plus tard. Les archives de la Croix-Rouge allemande, mises à jour dans les années 1970, recensent 473 013 Allemands disparus en action civile. Une expression englobant exécution, enlèvement et décès sans certificat. Les démographes modernes estiment que le chiffre réel dépasse le million. Dans les traités internationaux, le nettoyage ethnique allemand n'a jamais été officiellement reconnu. L'ONU, créée en 1945 pour éviter de nouvelles atrocités, l'a ignoré. Le monde avait besoin de héros et de coupables clairs, pas de victimes brouillant les limites de la morale. Aujourd'hui, les chiffres restent comme des épitaphes sans tombe. Entre 12 et 14 millions d'expulsés, entre un demi-million et 2 millions de morts, plus de 20 000 villages allemands effacés de la carte. Aucun monument ne les rassemble tous. Les cimetières de l'Est ont été abandonnés, recouverts d'herbe ou de l'oubli.